Bonjour, on est jeudi le 20 juin. Et alors, vous vous souvenez, on a arrêté de faire les commentaires sur le blog parce qu'on était complètement débordé. Et même si on n'avait pas été complètement débordé, je veux dire qu'il y avait plus de temps, il fallait plus que 24 heures pour lire les messages qui s'accumulaient. Mais même si on n'avait pas été débordé, vous vous plaignez aussi en disant on ne peut pas suivre, on ne peut pas lire l'ensemble de ces messages, ça se perd dans les profondeurs rapidement, même avec le système qu'on avait, avec des, vous savez, avec des réponses à des réponses, etc. Donc c'était relativement simple. Et puis il y avait une liste sur le côté qui me montrait quels étaient les derniers messages qui étaient entrés. Mais tout ça défilait tellement rapidement qu'il n'y avait plus moyen de s'en tirer. Et alors aujourd'hui, j'ai pour la première fois un message qui dit, excusez-moi, un message qui dit les blogs, les billets maintenant se suivent à telle allure qu'il n'y a plus moyen de les suivre, on ne peut pas lire tout ça. Et c'est vrai. Et tout ça, bon, déjà le fait qu'on était débordé dans la formule blog, que la formule blog ne convenait plus aux discussions qu'il y avait chez nous parce que, bon, elle était débordée par le nombre de messages qui venaient. Maintenant, d'une certaine manière, la formule blog est débordée par le nombre de messages qui sont de billets qui sont d'excellente qualité. Enfin, c'est mon avis, c'est moi qui fais le rédacteur en chef, donc c'est mon opinion. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il faut mettre tout ça en ligne et ça commence à, comment dire, à épuiser votre capacité à le lire. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais pas éliminer des billets, je ne vais pas en mettre moins. On arrive parfois maintenant à une dizaine par jour. Non, tout ça est utile. Tout ça, en fait, est simplement révélateur de l'époque à laquelle nous vivons, qu'il y a une accélération dans la réflexion, que tout ça va très vite. Et c'est lié au fait, je dirais, que notre prise de conscience de ce qui est en train de se passer ben, s'améliore. On comprend de mieux en mieux ce qui se passe quand ça a commencé en 2007-2008. Je trouve maintenant quelques naïvetés dans la manière dont j'ai regardé les choses, dont j'ai envisagé les problèmes. Il y avait en arrière-plan, je dirais, davantage de structure que je n'avais imaginé. Alors, bon, ça a toujours été un peu mon hypothèse, que ce n'est pas simplement des gens méchants, parce que des gens méchants, malheureusement, il y en a eu à toutes les époques, et il n'y aurait pas de spécificité à notre époque, le fait qu'il y aurait des gens méchants, ou qu'il y aurait des gens cupides, etc. Quand je dis oui, c'est la cupidité, mais la cupidité, bon, je veux dire, Moïse s'en plaignait déjà quand il descendait de la montagne et qui voyait ses ouailles prosternées devant le veau d'or. Donc ça, c'est pas une nouveauté, ça explique pas pourquoi c'est comme ça maintenant. Non, tout ça va très vite. Il y a un certain nombre de choses. Il y a le fait qu'on a épuisé bon, la planète autour de nous. Il y a aussi l'accélération qui est liée à la complexité que nous avons introduite dans nos sociétés grâce à l'ordinateur et des choses de cet ordre-là. Et il y a aussi le fait, ça c'est une réflexion importante, et si je me suis un petit peu, comment dire, alors, aiguillé là-dessus récemment, ces jours derniers, c'est pour une raison tout à fait anecdotique, c'est le fait que j'ai été invité donc au château du Tertre, où j'ai fait une conférence samedi dernier. Merci à ceux qui sont venus. Il y avait beaucoup de monde et c'était bien, bien sympathique. On a dû refuser du monde, ce qui est toujours dommage, mais qui montre bon, qu'il y a un succès. Et alors, le château du Tertre, c'est l'ancienne demeure de Roger Martin Dugard. Et Roger Martin Dugard, il était une de ces personnes qui s'est intéressée à ce tournant qui a lieu et qui était le tournant qu'on appelle de la sécularisation, mais surtout le tournant de la perte de la foi, de la disparition de la foi. Et quand vous lisiez aussi la biographie de Keynes par Skidelsky, ça a été aussi le problème de la génération du père de Keynes. C'était que tout à coup, le monde n'avait plus de sens. Il fallait remplacer cette idée d'un monde qui était le nôtre, où on passait, et puis tout ça se passait plus ou moins bien, mais ça n'avait pas d'importance, parce qu'on allait dans un autre monde où alors tout irait s'arranger. Enfin, pour autant qu'on n'ait pas été trop méchant, sinon tout allait s'arranger de ce côté-là. Et puis tout à coup, on s'est rendu compte que tout ça, c'était des foutaises, que tout ça ne tenait pas debout. Et on a dû remplacer à toute allure cette idée je veux dire en une génération, cette idée d'un monde qui avait un sens par après et que ce qu'on voyait en ce moment, tout ça n'avait pas tellement d'importance. On a dû remplacer ça par un monde qui devait faire sens en tant que tel. Voilà. Et alors on a inventé cette idée de progrès, c'est que tout allait s'arranger,
On allait mettre le millénarisme, on n'allait plus le mettre au ciel. C'est pas au ciel que ça s'arrangerait, c'est nos enfants, nos petits-enfants, tout s'arrangerait à leur horizon. Et alors, ce qui apparaît maintenant, bien entendu, c'est qu'on va surtout leur donner un monde avec trop de CO2, avec l'eau va monter parce que on est en train de faire fondre les calottes polaires, etc. On est en train de leur donner un monde. Il y avait une discussion qui avait lieu tout à l'heure parce que Bertrand Rousiez Leonardi avait utilisé l'expression vérolé. On est en train de leur passer un monde complètement vérolé. C'est plus du tout. On peut pas. Le progrès, on a essayé. Et il y en a qui essayent encore avec le transhumanisme, etc. Si on peut pas, si on a un monde qu'on fout en l'air, eh bien, on va modifier nos gènes pour que nous soyons des gens qui puissent vivre dans un monde foutu en l'air. Voilà. Alors, est-ce que ça paraît vraiment excitant comme horizon? Peut-être pas tellement. D'abord, on n'y arrivera pas, ça n'a pas d'importance. Mais on essaye de faire avec cette idée que bon, qu'on est mortel dans ce monde-ci, mais comme il n'y a pas de monde qui vient après, bah, alors on va cesser d'être mortel, on va essayer de nous rendre immortels, et on va nous réparer au fur et à mesure. Alors, bah, on le fait déjà. Hein, moi, j'ai déjà quelques morceaux qui ont été remplacés par du plastique, mais est-ce que ça va vraiment donner du sens à toute cette affaire? En fait, et qu'il s'agisse du monde musulman, et qu'il s'agisse d'une autre, etc., on est en train, avec un certain retard, je dirais, à essayer de se représenter ce monde sans être un monde qui n'est qu'un passage vers un monde de meilleure qualité. Et on se rend compte qu'on n'est pas équipé. Dès le départ, et j'en ai parlé j'avais fait un peu l'introduction de Misère de la pensée économique, dès le départ, on a eu une telle pétoche quand on s'est rendu compte qu'on était là justement simplement pour une période extrêmement limitée en tant qu'individu. Et puis aussi avec cet autre truc que je mentionne souvent, mais qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que la conscience aurait pu être attachée à l'espèce tout entière, mais elle est attachée à l'individu. Alors ça, c'est un ratage, je dirais, monumental, parce que chaque fois qu'un individu disparaît, la conscience disparaît, cette conscience de ce que c'est. Alors, nous avons trouvé des trucs, nous avons inventé de l'écriture, nous avons essayé de trouver une manière de garder un petit peu la mémoire. On a essayé de faire une conscience de l'espèce un peu extérieure. Voilà, ce sont les livres. Voilà, c'est quand je vais dans ce bureau de Roger Martin Dugard et que je regarde tous ces livres qui sont accumulés aux étages, il y en a partout. Il a voulu tout lire. C'est un monsieur qui avait cette formation d'archiviste et qui faisait des notes sur tout. Il y avait des boîtes avec des notes et ainsi de suite. Alors tout ça est à la Bibliothèque nationale maintenant. Mais c'est comme ça qu'il faisait les choses. Maintenant, il aurait été ravi avec l'Internet. Hein, on n'est pas obligé d'avoir tout dans des boîtes à chaussures. On peut faire comme ça. Mais notre espèce est là. Elle est complètement tourneboulée. Oui. Alors il y a bien eu, mais ça c'est le plaisir si vous n'avez jamais lu Annie Lebrun, et en particulier quand elle écrit sur ça, non pas parce que c'est mieux que le reste, mais parce que ça n'a plus de rapport avec ce que je suis en train de dire en ce moment. Quand ces gens découvrent au XVIIIe siècle, dans notre culture, quand ils découvrent qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de marionnettistes, il n'y a pas de ficelles qui sont tirées, comment est-ce qu'on se représente les choses? Alors là, c'est ça effectivement, je dirais peut-être l'intérêt principal de ça, à moins qu'on aime lire ces histoires qu'il raconte, ce qui n'est pas de mon goût personnel, mais l'intérêt, c'est qu'il essaye d'imaginer justement un monde sans Dieu, où la présence d'un autre est du même ordre que l'existence d'un volcan. Une autre personne devant moi, c'est comme s'il y avait un volcan en plus, voilà, c'est une force naturelle supplémentaire, et tout ça marche comme ça, tout ça bouillonne, sans que ça ait, dans le moindre sens, à un horizon quelconque. Alors bien sûr, nous avons bénéficié au sein de notre culture occidentale du fait que ce système de croyance dans un monde extérieur où tout s'arrangerait, que nous avons vécu d'une certaine manière sur la lancée de ce monde. Quand on regarde ces athées militants du 19e siècle ou du 20e siècle, ces athées militants sont encore des gens religieux. Ils ne sont pas arrivés à décoller du cadre dans lequel ils raisonnaient, c'est-à-dire en fait d'une transcendance, qui est encore autre chose. Il y a autre chose ailleurs qui fait du sens.
Alors, nous avons, bon, moi je parle du soliton, c'est-à-dire on a foutu en l'air la planète et il faut vraiment, si on veut vraiment changer le cap, si on veut vraiment faire un grand tournant, il faut vraiment tourner, prendre le virage sur les chapeaux de roue parce que sinon on n'y arrivera jamais. On a inventé la machine de Turing, on a inventé la machine de Babbage, on a inventé l'ordinateur et ce truc, on l'a laissé faire, on le laisse faire sur les marchés financiers, on le laisse faire n'importe où. On a tout remplacé les gens par des logiciels. Ces logiciels ont été conçus à une époque par des gens qui comprenaient comment ça marche, mais ça fait très longtemps. Ça fait déjà très longtemps, ça fait déjà presque 50 ans dans certains cas. On ne sait plus comment ça marche, la machine est folle. Il y a notre système, bon, notre système économique fondé sur la machine à concentrer la richesse. On n'a pas, même avec des révolutions, on n'est pas arrivé à arrêter ça. On avait inventé la propriété privée, bon, tout ça nous a mis sur des rails de systèmes qui ne marchent pas. Et on est là maintenant et on se rend compte, bon, non seulement il faut opérer tous ces tournants sur ces différents plans, mais il faut essayer en même temps d'essayer de donner un sens, il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir envie de le faire, c'est-à-dire qu'il faut se créer une représentation de quelque chose à l'avenir qui ne sera pas ce progrès béat tel qu'on l'avait imaginé au XIXe siècle, qui ne sera plus la religion parce qu'on ne croira plus jamais à toutes ces fariboles de gens qui nous attendent au ciel avec des clés ou des... bon, je m'en tiens à la religion qui fait mon environnement à moi, l'environnement de mon éducation, avec un personnage assis avec sa clé pour ouvrir la porte. Tout ça, il faut mettre entre parenthèses. Il faut redonner suffisamment de sens pour avoir envie d'arrêter la machine folle. Alors c'est peut-être ça notre problème. Parce qu'on ne sait pas quoi. Il y a eu la révolution sociale du 19e siècle, qu'on essaie de ressusciter ici et là, d'une manière ou d'une autre. On invente des coopératives, mais on dit on est des génies parce qu'on invente des coopératives. Non, ça a été essayé. Je ne dis pas que ça a raté, on peut toujours faire des choses comme ça. On invente des monnaies locales, ça avait été fait en 1820. Enfin, on peut faire la liste des choses qu'on essaie de réinventer maintenant et qu'on avait déjà fait entre 1800 et 1850. Et que ça n'avait pas été une réussite totale. Si ça avait été une réussite totale, on le saurait, on se serait adapté à ça, on aurait adopté ça rapidement. Il n'y a pas que la responsabilité des gens qui ont essayé de le faire, ils ont eu des ennemis, il y a des gens qui ont essayé de récupérer ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais voilà, cette révolution sociale a été essayée. Donc il faut maintenant deux choses. Il faut une prise de conscience, et pas seulement une prise de conscience, mais il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire. Et les idées qui nous sont venues au fil des siècles et des millénaires sur ce qu'il fallait faire, d'abord attendre simplement que ça se passe parce que ça allait s'arranger ailleurs, bon, des projets de ce qu'il fallait mettre à la place, tout ça, ça manque un peu. Et il y a un désarroi total. Alors, ça, c'est pas tout à fait neuf, pas tout à fait neuf, parce que quand même, il faut bien dire, M. Rousseau, M. Voltaire, M. d'Holbach, M. Helvétius, M. Diderot, on peut faire la liste, M. Turgot, et ainsi de suite. Ces gens-là ont eu des idées de ce qu'il faudrait faire ensuite pour réparer le système, pour passer à autre chose, mais ce n'étaient pas des idées très précises. Hein. On n'a pas pu simplement en 1789 ouvrir Rousseau au hasard et dire voilà, maintenant on fait ça, ou Voltaire au hasard, ou aucun de ces personnages, de ces gens qui avaient vraiment réfléchi à ce qui allait se passer, non pas à ce qui allait se passer justement, mais à ce qui n'allait pas, Voilà. S'ils avaient réfléchi peut-être un peu davantage, enfin bon, pour Rousseau, on peut quand même le dire, premier qui a vu ceci, a dit ceci est à moi, bon, est à l'origine de beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais on n'a pas tiré des conséquences. Hein. 1789, on vous verrouille tout de suite, article 17, la propriété est inviolable et sacrée. Voilà, hop, voilà, on verrouille. On verrouille parce qu'il y avait, comment dire, ça faisait des siècles qu'on en bavait, qu'on voulait définir cette propriété privée comme sacrée. Maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, plus ça va, plus j'ai le sourire, et plus ce que je dis peut être interprété comme effectivement désespéré parce qu'on ne voit pas comment on va pouvoir s'en sortir. Alors, pourquoi ça me fait rigoler? C'est parce que c'est pas le rire du désespoir, c'est pas le gallows humor, l'humour noir comme disent les Britanniques. Gallows, c'est la potence. Au lieu de dire l'humour noir, ils disent l'humour de la potence. C'est pas l'humour de la potence. C'est parce que quand même, il faut quand même bien le dire,
Non, je suis né et moi, quand j'ai grandi dans les années 50, on avait l'impression qu'on était sur des rails, qu'on n'aurait jamais l'occasion de faire quoi que ce soit, que c'était réglé d'avance, que, voilà, que c'était la fin de l'histoire, comme on a repris cette notion plus ou moins esquissée par Hegel, qu'on était sur des rails pour toujours. Et puis on s'est aperçu qu'on n'était pas, non seulement on était sur, oui, on était sur des rails, mais c'était, il y avait un précipice devant. Il y a le pont devant était effondré. Le pont était effondré. On ne sait plus où est le bonhomme qui sait comment fait marcher le frein, et c'est là-dessus qu'on est. Alors, alors c'est pour ça qu'il vient 10 billets par jour sur le blog, parce que ça carbure, parce qu'on réfléchit, parce qu'on essaie de venir avec quelque chose. Et moi, je trouve que ça va très vite à ce niveau-là. Bon, est-ce qu'on va pouvoir arrêter les gens? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Il me semble que oui, parce que ça bouillonne quand même ces jours-ci. Hein. Il y a cette initiative dans le monde, c'est quoi, il y a 2-3 jours, nous sommes les 1%, ça n'a pas eu énormément d'écho, mais c'est une bonne idée de lancer des choses comme ça. Hier, il y a les 10 députés qui disent on n'en peut plus, nuit du 4 août et abolition des privilèges. Il y a ce monsieur Condamin Gerbier qui est venu raconter au Sénat comment ça marche vraiment dans la finance. Et l'image qui en sort, où nous y avons consacré plusieurs billets sur le blog, c'est que ce système est complètement verrouillé. Si vous voulez cacher votre argent, à moins d'être, comme il le laisse entendre, à moins d'être, comment dire, quelqu'un aux moyens intellectuels limités, qui va s'affoler, qui va envoyer son argent de Suisse en Singapour, si vous êtes quelqu'un d'un tout petit peu intelligent, avec un tout petit peu de jugeote, vous pouvez enlever, faire sortir votre argent de France et aller le mettre quelque part, à un endroit où on ne le trouvera jamais, où c'est tout à fait invisible. C'est tout à fait invisible parce qu'il y a plein de gens dans votre propre pays qui s'arrangeront pour que ça reste invisible. Quand j'ai dit l'autre jour, là, une petite naïveté, quand j'ai dit l'autre jour, on a découvert M. Cahuzac, il faut que les autres maintenant disent qu'ils ont fait ça, voilà, et puis on mettra une croix là-dessus, etc. Mais ce que je n'ai pas pensé, et que M. Condamin Gerbier m'a rappelé l'autre jour, c'est qu'il y a des gens qui auront dit à ces autres, n'allez surtout pas vous dénoncer, c'est invisible, c'est invisible. Et des gens qui ne sont pas nécessairement à l'extérieur des frontières françaises. Parce qu'il donne quand même comme quelques exemples. Il dit quand même, s'il n'y avait pas les banques suisses, il y a quand même les banques françaises qui peuvent faire exactement pareil. Voilà, alors on est là-dedans. On est dans une belle merde, je vais le dire, voilà, parce que je m'arrête toujours au bord d'un mot qu'il ne faudrait pas dire. On est dans une belle merde, mais il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte pour nous-mêmes, pour le temps qui nous reste à vivre, pour nos enfants, et parce il faut reconstruire. On ne sortira pas de cette planète comme ça, hein, ça ne va pas s'arranger tout de suite. On ira peut-être dans d'autres étoiles, mais là, même si on va sur d'autres étoiles, même si on est sur Uranus et sur Titan et ainsi de suite, il faudra encore qu'on donne un sens à notre vie. Et ce sens, ce ne sera pas de dire qu'on vivra éternellement, ni de dire que dans l'autre monde, c'est beaucoup mieux que maintenant qu'ici, et que ça s'arrange de toute manière. Non, il faudra qu'on invente une manière de comprendre, d'apprécier cette terre sur laquelle on est, d'apprécier ces 100 années au maximum qui nous sont données, et de vivre ça d'une telle manière que quand on ferme les yeux, on se dise « c'était splendide et je n'ai rien raté et j'ai eu bien de la chance ». Voilà, allez, à la semaine prochaine.